السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bienvenue dans votre hebdomadaire un été sur la cinquième. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Louange à Allah, le Dieu unique, maître des mondes, Seigneur de l'univers. Louange à Allah qui nous a demandé de le remercier dans toutes les situations. Louange à Allah qui nous a permis de le faire tout en nous demandant d'ordonner le bien et d'interdire le mal, car en interdisant le mal, nous devons justement interdire le mal parce que nous sommes responsables devant les êtres humains, devant les musulmans et devant Dieu, subhanahu wa ta'ala. Interdire le mal selon nos capacités, que ce soit avec nos mains, avec notre pouvoir, avec la parole ou ou en le priant avec nos cœurs, et c'est un minimum qui nous est demandé. Nous allons passer, Inch'Allah, 2 heures de temps en cette matinée mi-figue, mi-raisin, une matinée chaude toutefois, avec toujours nos collaborateurs, toujours fidèles à vous, à cette émission, à Qanat al-Qur'an al-Karim, Kamal Cheket, Sherif Driss, Moussa Gouader, Mahdi Aknoun, et aussi des invités que vous découvrirez au fur et à mesure, avec Samira Tabbel, chef cuisinier. Salam alaikum Samira, marhaba bik. Aussi Hamoudi Yassine, artiste photographe, qui va nous parler de son travail, de la promotion qu'il fait pour toutes les artisanes de la Kabylie. Nous en avons une ici sur ce plateau avec nous, Mouna Zidjiga. Salam alaikum Mouna, qui nous vient de Iril Ali, de Béjaïa, avec son travail exceptionnel sur l'osier. Nous aurons aussi pour le dossier du jour Monsieur Manaf Saehi, président de la commission culturelle de l'organisation des éditeurs, qui va nous parler justement du métier et de l'édition en ces temps difficiles. Mais tout de suite, on commence par l'adhkar. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc on retrouve nos invités, nos premiers invités, nos collaborateurs, le théologien Kamal Cheket, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et puis le politologue Sherif Driss, salam alaikum. Salam. On commence comme d'habitude avec notre première rubrique, même si c'est inversé. D'accord. On commence directement avec Kamel. Pour aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler des logiques de changement. Alors d'abord, quels changements? Les changements de la société ou les changements intérieurs pour le musulman? Quel type de changement? Tout type de changement, pourvu que ça aille vers ce qui est meilleur, vers ce qui est bien, tout simplement. Aller du mal vers le bien, aller du bien vers ce qui est encore meilleur, et ainsi de suite. Alors je voudrais juste que nos téléspectateurs essayent de mémoriser cette citation d'Ibn Taymiyyah. Dans son livre Iqtida al-Sirat al-Mustaqim, qui parle généralement des fêtes religieuses, de la manière dont les choses étaient gérées avec les fêtes religieuses non musulmanes dans la région du Chem, etc., que ce soit pour les chrétiens ou pour les juifs.
et il parle de l'innovation, c'est-à-dire comment être conforme à l'esprit de l'islam, par quel comportement ou bien par quelle logique on va s'écarter du droit chemin pour aller vers le superflu uniquement, etc. Donc c'est un très très beau livre qui est plein de notions comme ça, qui essaye d'enseigner aux musulmans comment rester sur la trajectoire, on va dire, voulue par le Coran et la tradition prophétique. Et à un moment donné, quand il parle de l'innovation et quand il parle de ceux qui ont fait du combat de l'innovation leur leitmotiv, leur seule raison de vivre, il dit Al-aslu fi ad-dini al-amalu lat-tark. Souvenez-vous bien de cela. Si tout le monde venait à comprendre cette phrase, tout irait bien, autant sur le plan religieux que sur le plan mondain. Ce qui veut dire l'essence ou bien l'essentiel en religion est d'agir et non d'interdire. Si vous lisez le Coran, il y a une sorte de dualité. Il y a le bien, le mal, il y a le fait d'encourager les gens à faire le bien, d'essayer de les dissuader de faire le mal. Et puis nous avons cette notion de amr bil ma'rouf, donc l'ordonnance du bien, du convenable, oui, et l'interdiction du blâmable. Si vous lisez le Coran, à aucun moment dans le Coran, ni même dans la tradition prophétique, on ne commence par interdire le blâmable pour aller vers ce qui est convenable. On commence toujours par agir dans le bon sens avant même d'interdire ce qui est mauvais. Par exemple, l'amr bis salat ou zakat, ita zakat, etc. Oui, c'est toujours... Donc, ce sont des actions en fait qui automatiquement vont vous parfaire, voilà, absolument, sur le plan comportemental, dans votre relation avec Dieu. Et ça va dans ce sens. L'aslu fi ad-din al-amalu lat-tark. Les prophètes qui sont venus, avant même de mettre leur peuple respectif face à ce qui faisait chez eux un défaut majeur, oui, le défaut qui devenait institution, la luxure chez le peuple de Lot, le fait de ne pas de tricher dans les poids et mesures pour certains peuples, etc. On a toujours commencé par les exhorter à aller vers Dieu. Adorez Dieu. Allez vers ce qui peut vous affiner votre humanité. Oui, et puis l'adoration de Dieu va nous amener à aimer ce que Dieu aime. Tout simplement. Voilà. Et là, donc, quand nous parlons du changement en islam, l'histoire même des musulmans, la gestion même des affaires politiques en temps de paix, en temps de guerre, vous avez par exemple ce gouverneur qui demande à Omar ibn al-Khattab de lui envoyer de l'argent pour construire un mur d'enceinte autour de la ville parce que la criminalité était en nette progression. Il a dit Sayyidha bil adl. Fais de la justice ton propre mur d'enceinte. Oui. C'est-à-dire balise les choses ou protège ta ville en étant juste. En étant juste. Absolument. Abdullah. C'est-à-dire que ici, ce que vous voulez dire, c'est que ce n'est pas pour justifier la criminalité. Cependant, il y a toujours une forme. Absolument. Ce que je vois actuellement en Algérie, oui, je vais essayer. Nous sommes en train de combattre la corruption. Oui. Et ce combat contre la corruption... La source de toutes les criminalités. Oui, à mon sens, il est en train de dévier de ce qui est attendu de lui, dans la mesure où on a l'impression, nous allons vers une politique de la suspicion qui va se généraliser. Et on y est déjà. On y est déjà. Et nous sommes dans la logique de suspicion et de diffamation. Oui, et si on continue sur cette lancée, ce qui va se passer, ça ce sont des processus logiques. Normalement même, mon ami Idriss pourrait le confirmer. L'histoire et la sociologie a dûment démontré que quand on focalise sur quelque chose, dès lors où la chose sur laquelle on a focalisé a tendance à disparaître, on a tendance, nous aussi, à essayer de lui trouver des substituts. Ce qui pourrait arriver, c'est que, par exemple, on pourrait donc, dans ce combat contre la criminalité, la corruption,
on pourrait encore relever un peu la barre en disant, oui, voilà, dorénavant, même le fait de faire telle ou telle petite chose sera considéré comme un acte de corruption. Oui, mais la corruption, de toute façon, elle commence par des petits actes. C'est clair. Très, très petits. Oui, mais au lieu d'essayer de bâtir quelque chose qui aurait tendance à remplacer ou à éradiquer cette corruption, nous ne focalisons que sur la corruption. Il n'y a rien qui va changer notre situation. C'est-à-dire, quand vous dites nous nous focalisons sur la corruption, j'arrive pas à... Quand on combat le crime, oui, on le combat par un système de justice qui a tendance à donner aux gens matière à ne pas aller vers le crime. On ne combat pas uniquement le crime. Par exemple, dans le domaine de la lutte contre la drogue, par exemple, ou dans la lutte contre le terrorisme. Nous combattons le terrorisme, nous faisons ce qu'on appelle le counter-narrative, ça veut dire le contre-discours, etc. Mais le plus important serait beaucoup plus d'éradiquer les sources d'aller vers les générations montantes et d'essayer de leur donner une éducation qui leur permette de ne pas tomber dans le piège justement du radicalisme. La justice sociale. Pour la drogue, par exemple. Vous avez par exemple les États-Unis il y a dans le phénomène coranique, Malk Ben Nabi vous fait ce parallèle lors de la fameuse période de prohibition. Les États-Unis ont engagé dans les années 30 quelques 19 millions de dollars avec toute une flotte, etc., pour essayer de combattre l'alcool, etc. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Ça a renforcé le syndicat du crime. Donc ça a donné naissance à un fléau qui était encore plus difficile à combattre et puis on a fini par arrêter cette mascarade alors qu'à Médine, la mascarade était peut-être aussi dans la façon de combattre et dans le combat lui-même. Oui, à Médine, le désir de combattre. Le vin a été prohibé de manière graduelle et les gens ont adhéré à cela. Oui. Et c'est ça, donc, quand nous parlons du changement, sur le plan religieux, si d'entrée de jeu, comme le font certains, je me mets dans une logique de combat et je vois l'autre de manière générale en enfer, alors que c'est moi seul qui suis proposé pour le paradis, ça ne peut pas marcher. Voilà ce que ça a donné. Ça a donné une radicalisation qui s'est généralisée dans tous les pays musulmans. C'est même devenu une norme en quelque sorte. Et on a carrément dénaturé la religion de Dieu. Oui, une radicalisation qui s'est associée à une forme d'obscurantisme. C'est ça, oui, ça ne peut ramener que ça, la radicalité. Donc. Et il en est de même donc dans tous les domaines de la vie. C'est-à-dire que si vous n'allez pas vers ce qui construit, vous ne pouvez pas combattre ce qui peut détruire. C'est ça le problème. Et nous sommes donc dans des logiques qui, à moyen terme, vont se retourner contre nous, malheureusement. Oui, justement, j'allais revenir avec vous parce que ça fait partie justement de... Quand quelqu'un qui est malade, le bon diagnostic, la première opération pour présenter le remède. Si on diagnostique mal, on se contente de donner un placebo ou tout au plus un ersatz, c'est-à-dire que le problème reste. En fait, c'est-à-dire quand on a affaire dans le changement, quand il s'agit de combattre certains fléaux, vous avez cité le crime, la corruption, la dilapidation, la prédation, que sais-je encore, il faut faire la part des choses entre deux aspects qui sont très importants. C'est-à-dire entre la manifestation du phénomène lui-même, la corruption, le détournement, c'est une manifestation, c'est une déviation. Et les causes sous-jacentes. En fait, on éradique, on fait dans la prévention. Et la prévention, c'est deux aspects. La prévention, elle est opérationnelle, c'est-à-dire que vous éradiquez les manifestations, les causes directes. Et cette éradication, si vous voulez, cette prévention opérationnelle ne suffit pas à elle seule. Il faudrait une prévention structurelle. La prévention structurelle, c'est quoi? C'est d'attaquer le problème à la racine. C'est-à-dire que quand on parle ce qu'on appelle du radicalisme, du fanatisme, du terrorisme, de la corruption, des détournements, de la criminalité, du grand banditisme, tous ces fléaux qui minent, qui menacent toutes les sociétés et même qui mettent en danger la sécurité d'un État, il s'agit d'aller vers le fond des choses, c'est-à-dire de faire une prévention structurelle, de comprendre quelles en sont les racines, quelles en sont les causes sous-jacentes,
Et là, on fait un travail au niveau des acteurs qui sont intégrés, qui sont impliqués. Et les acteurs, ce n'est pas uniquement, par exemple, les services de sécurité, l'appareil judiciaire lui-même. Combien même il soit efficace d'autant de tous les moyens, ça ne suffit pas. C'est un travail de société. Un proverbe africain dit, il faut tout un village pour élever un enfant. C'est-à-dire que ce n'est pas la corruption, ce n'est pas l'affaire de la police, de la gendarmerie ou le ministère ou de l'appareil judiciaire. C'est l'affaire des médias, de la mosquée, de l'école, de la famille. Donc on fait un travail, si vous voulez, une socialisation vers ce qu'on appelle la citoyenneté, le comportement citoyen, de dire finalement que la loi, elle n'est pas faite uniquement pour réprimer, mais la loi, elle est faite aussi pour protéger. Et d'un autre côté, le bon citoyen, le citoyen avec grand C, c'est les conscients de ses devoirs et de ses droits. Donc on revient toujours à l'idée que la prévention ne doit jamais être opérationnelle, c'est-à-dire s'attaquer aux causes directes, elle doit avant toute chose être structurelle, c'est-à-dire s'attaquer à la racine du mal. Et pour s'attaquer à la racine du mal, c'est un travail de fond qui mobilise toute une stratégie globale qui implique toute une série d'acteurs. C'est ça, c'est quand le temps, donner du temps au temps pour que les choses se fassent. Par exemple, hein, j'entends dire depuis un certain nombre de mois, oui, c'est bon, tout va changer, il va y avoir un nouveau programme scolaire. Ben, j'attends ça avec impatience parce qu'on a des enfants, on aimerait bien les voir avec un programme scolaire plus adapté. Et on a parlé tout récemment de cette idée d'aller vers l'anglais, par exemple. Je suis tout à fait d'accord, parce que vous savez, même dans les pays francophones, vous avez une multitude de colloques de haut niveau qui se font en langue anglaise. Même en France, hein, attention, parce que le français n'est pas au point. C'est une langue pratiquement obsolète. Et le problème, c'est que, quand bien même je suis convaincu que la langue arabe est une langue parfaite, qu'elle est modulable, qu'elle est très fluide, qu'elle peut s'adapter à tout, qu'elle peut vraiment, à l'heure actuelle, dans tous les plus grands pays du monde, la deuxième langue la plus étudiée, c'est l'arabe, surtout en Corée du Sud. Pourquoi? Parce que ces gens-là, qui sont plus visionnaires que nous, savent ce que va devenir cette langue arabe. À l'heure actuelle, dans le domaine de l'archive, quand on veut archiver des choses, la langue la plus adaptée pour archiver, c'est la langue arabe. Dans le monde entier. Il y a aussi l'intérêt pour les régions oui, mais attention, arabophones aussi. Oui, mais le problème, dans un pays comme l'Algérie, d'accord, vous me dites nous allons passer à l'anglais. Très très bien. Est-ce que vous comptez faire ça dans les 2-3 années à venir? Ça ne marchera jamais. Il faut faire ça sur 10-15 ans peut-être. J'aime la langue arabe. Je suis arabe, c'est la langue du Coran, c'est une langue d'avenir, mais je n'ai pas d'autre choix que d'enseigner par exemple les sciences, les mathématiques, la physique en français, ne serait-ce que pour les 10 ou 15 années à venir. Il faut être lucide. Quand on veut changer, il faut mettre ses passions de côté, il faut mettre l'idéologie de côté, il faut être pragmatique. Ce qui, à mon sens, n'est pas pris en considération dans nos pays et surtout dans notre pays, l'Algérie. Ça, c'est un véritable problème. Donc, le changement, moi, je m'inspire de la religion pour apporter ma vision du changement. Et je suis aussi conscient que dans une société comme la nôtre, je suis dans un pôle qu'on appelle la théologie. Mais j'ai besoin aussi de l'avis de l'anthropologue, du sociologue, de l'historien, etc., les autres sciences humaines, pour essayer d'apporter une solution globale et viable, parce que nous sommes dans un débat sociétal. Il ne s'agit pas de faire du monologue ou de se pointer devant les gens en disant « voilà, moi je représente Dieu dans cette affaire, donc j'ai plus de poids que vous ». Ça ne marche pas comme ça. Et justement, le problème est que, même dans le pôle religieux, il y a un problème. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que vous avez des gens qui sont doués de savoir, mais qui ne forment que des gens qui sont susceptibles de devenir des copies d'eux-mêmes. C'est-à-dire que si ton cerveau, tu ne le mets pas, si ce n'est pas un cerveau de vassal, je ne te forme pas. Je n'ai pas envie de former un esprit libre, j'ai envie de former des gens qui réfléchissent comme moi. Vous voyez, donc, et ces gens-là veulent apporter un changement. Donc le changement ne viendra jamais. Le changement, il passe aussi par... bon, vous avez pris les exemples de la corruption, de la langue, etc. Il passe donc aussi par le renouvellement. Un renouvellement qui ne veut pas dire qu'il y a
une sorte de dualité entre la modernité et la tradition. Non, il n'y a pas cette idée de table rase, la tavola rasa, non, ça n'existe pas. Ceci dit, pour l'exemple de la langue que vous avez posé, il y a eu par le passé des exemples de l'Irak et de la Syrie où la langue arabe a été utilisée au niveau des facultés, la langue arabe, a été utilisée dans les sciences, ça veut dire pour la langue arabe, médecine, par les exemple, sciences exactes, etc. Pour la Syrie, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que celui qui a traduit toutes les sciences de l'époque à l'arabe et qui a confectionné le programme, c'était Cheikh Tahar al-Jazairi. Donc, si ça se trouve, c'était un berbère en plus, parce que c'est eux qui sont les plus, même à l'heure actuelle, les icônes de la langue arabe. Si vous voulez vraiment connaître la langue arabe, vous avez Cheikh Tahar al-Jad qui est berbère, vous avez Cheikh Chérifi qui est mozabite, donc berbère, c'est les berbères qui ont. Même quand vous étudiez la première, vous savez, le premier recueil versifié à 1000 vers, l'Alfiya al-Oula, Tarikh l'Islam, non seulement en tant que Alfiya, en tant que recueil versifié, mais en tant que recueil versifié de la langue arabe, ça a été fait par Ibn Mu'ti, Fa'iqatan Alfiyata Ibn Mu'ti al-Jazairi Ziwawi, qui était un berbère. Et le recueil le plus étudié en langue arabe dans le monde musulman jusqu'à présent, c'est Matn al-Ajrumiya d'Ibn Ajurrum, Sanhaji, qui était berbère. Donc, vous savez, il y a vous avez, enfin, puisqu'on a parlé de la langue, oui, elle est importante, etc., mais il faut un minimum de clairvoyance, de discernement quand on veut changer. Et quand j'ai dit l'aslu fi ad-din al-amal ou la-tark, c'est-à-dire que je prends ça comme une devise dans ma vie au quotidien, dans tout ce que je veux changer, l'action est plus à même d'apporter les changements que l'interdiction. C'est l'action elle-même qui vous permet de... Même la nature humaine n'aime pas trop les interdictions. Oui, les interdictions, elle n'aime pas trop ce qui est stagnant, elle n'aime pas trop... Parce que qui n'avance pas recule finalement. C'est vraiment... Même dans la façon dont on nous conseille généralement d'éduquer les enfants, oui. Ça ne veut pas dire que les peuples sont des enfants ou oui. des immatures. C'est juste pour l'exemple, même lorsqu'on parle d'éducation, on nous demande toujours de parler en positivant, c'est-à-dire de ne pas utiliser le non. Oui. Ça amène la personne à être plus conciliante, à être plus à l'écoute, Chérif. Tout à fait. C'est-à-dire que éviter d'adopter la posture castratrice, paternaliste et castratrice. Juste par rapport à la question de la langue et juste par rapport... Pardon, Chérif, quand vous avez donné l'exemple de l'Irak et de la Syrie, ça a été fait. Mais ça a été fait aussi à un moment où on avait un usage, une maîtrise de la langue qui est meilleure que celle... Vous savez, la langue arabe est maîtrisée... Celui qui maîtrise la langue arabe à 5% paraît comme un savant à l'heure actuelle. À l'époque où ça a été traduit, il y avait des gens qui avaient une maîtrise de la langue à 30 et 40%. Quand on parle en volume, on parle d'une langue qui compte 12 600 000 et quelques mots. Vous imaginez donc le lexique, etc. À l'heure actuelle, ça n'est pas possible. Qu'on le veuille ou non, ça n'est pratiquement pas possible. Il faut une période de transition en revenant à la langue actuelle de la science, c'est l'anglais, qu'on le veuille ou non. À l'époque, on était au début de l'ère coloniale, la langue des sciences, c'était toujours la langue arabe. Désolé. Oui, justement, très rapidement, la première des choses par rapport à la langue, notamment l'usage de l'anglais, c'est une question de représentation. On ne doit pas, c'est-à-dire adopter la posture de dire on fait par négation, c'est-à-dire que on déteste une langue pour se débarrasser, si vous voulez, de la domination, de la dépendance vis-à-vis d'un pays X, il faudrait changer de langue. C'est un processus qui demande, du temps. Deuxième des choses, il faut savoir ce qu'on veut. Ce n'est pas parce qu'on va changer l'anglais qu'on va se développer. C'est clair. L'anglais, c'est-à-dire que c'est maintenant le savoir, c'est un marché mondial, c'est un marché international. Or, le marché de la connaissance au niveau mondial est dominé par les anglo-saxons. Toutes les grandes universités, tous les brevets d'invention, tous les laboratoires de recherche, la recherche, la RD, recherche et développement, aussi bien dans le monde anglo-saxon que dans le monde francophone, elle est dominée par la langue anglaise. Maintenant, si on doit opter pour l'anglais, on doit garder à l'esprit qu'on le fait parce que c'est le seul moyen de nous permettre d'accéder au marché de la connaissance. Ce n'est pas pour autant qu'on maîtrise l'anglais, parce que ce qui risque de se passer, on va adopter l'anglais, certes, ça nous permettra
probablement d'accéder au marché de la connaissance qui est dominé par la langue anglaise, mais ce qui risque de se Une passer, forme de c'est connaissance aussi, une parce forme que de connaissance. plutôt technologique, Non, mais, qui est importante, même, ceci dit. là, Hein. c'est un autre débat. Oui. C'est-à-dire que c'est un autre débat. Même la forme d'éloquence, ce n'est pas toute la connaissance dont on a besoin, parce que c'est très cadenassé, c'est très fermé, et accéder à la connaissance, ça devient très coûteux. Ce n'est pas tous les pays qui peuvent avoir les moyens d'accéder à la connaissance. Oui. Mais ce qui risque de se passer, c'est que ce soit le mandarin, l'espagnol, l'anglais ou le chinois, c'est-à-dire que si on doit former maintenant nos cadres, on le forme pour nous. Parce qu'on risque d'adopter l'anglais. On le forme, on va former pour les autres. Pour les autres, comme tout on à a fait pour le ce qui français. ce qui se passe Ce qui se maintenant. passe quoi. maintenant. On forme les gens et puis bon, ça c'est un autre débat à la kulli hal. Merci Kamal Chikhet et on passe tout de suite à votre rubrique. Toi, on va pas trop s'éloigner de toute façon des logiques de changement. On va parler on va pas se regarder dans les yeux de l'autre, on va plutôt se regarder dans nos propres yeux et on va parler du cinéma, de l'islam et du cinéma en 30 secondes avant de lancer. Oui, en fait, j'ai jugé opportun d'intégrer ce sujet pour une série de raisons. Quand on parle, pour rester dans le chemin, le sillon tracé par Kamal Chikhet, le changement, c'est quand on parle de changement, le changement par rapport à comment on doit regarder les autres et ne pas se contenter de dire comment les gens nous regardent. C'est-à-dire que les autres, quand on dit les occidentaux ou les non-occidentaux, ont développé une filmographie sur l'islam, sur le religieux. Ils ont développé une représentation de ce que doit être l'islam et ce que doit être le rapport avec l'islam et les musulmans. Maintenant, à nos musulmans de développer, si vous voulez, notre propre regard. Comment doit-on regarder l'islam? Comment pas le défendre, parce que l'islam n'a pas besoin d'être défendu, mais promouvoir, permettre à l'islam de se répandre à travers le globe et, si vous voulez, déconstruire un certain discours sur l'islam qui le réduit uniquement aux religieux. Donc voilà l'intérêt de parler de cette thématique dans la civilisation dominée par l'image. D'accord. Et tout de suite, on passe Dans les yeux de l'autre, avec ces quelques extraits du film Ar-Risala, très très bien choisi, film Ar-Risala et Omar Al-Mukhtar. أعطيك هكذا. وماذا أعطيك أنا؟ تعاوني؟ لا لا، أنت فات وقتك. أنا لم أطلب منك حياتي. لا تعلن للعالم أني في خلوة هذه الغرفة التمست منك حياتي. إن الله ابتلاكم بي وابتلاني بكم وأبقاني فيكم بعد صاحبي، ولكم علي أيها الناس خصال أذكرها لكم فخذوني بها. لكم علي ألا أجتبي شيئا من خراجكم ولا ما أفاء الله عليكم إلا من وجهي، ولكم علي أن أزيد عطاياكم وأرزاقكم. Merci pour ces extraits très pertinents. Alors, il y a trois volets qui ressortent. Le premier, c'est lorsque les musulmans sont dans une logique qui est non castratrice, l'islam est très facilement intégré. Innahu yastawli ala al-qulub la ala al-judran. C'est vrai qu'il parlait du prophète alayhi salam, mais on en conçoit, on admet que c'est de l'islam qu'il parle. Et puis il y a avec Omar Al-Mukhtar, on a vu cette scène où le général italien proposait une forme de normalisation des relations, une forme de paix, où il imposait une paix selon sa vision, une paix qui a été comprise par Omar Al-Mukhtar comme étant une soumission, d'où le refus. Il n'a pas refusé la paix, il a refusé le sens qu'a donné ce général italien à la paix, qui était la soumission. Et enfin, on voit que tout cela n'est possible que lorsqu'on a des dirigeants
qui comprennent toute l'importance de la responsabilité qu'ils ont sur leurs épaules, une responsabilité où il est permis à leurs citoyens de les questionner et de leur demander d'expliquer leur gestion des choses. Tout à fait. C'est l'intérêt justement de ces extraits, de ces films et tant d'autres films justement, de présenter plutôt le vrai islam. Le vrai islam, ce n'est pas uniquement un lieu, ce n'est pas uniquement des gestuels ou un rituel, mais c'est le message en lui-même. Le film Le Messager et Omar Mukhtar et la série Omar Mukhtar et tant d'autres séries, c'est un effort justement de montrer avant toute chose le message lui-même, la quintessence. Un islam tolérant, un islam de paix, et un islam qui ne rejette pas la diversité et la vie contraire, même dans la série C'est transcender l'être humain. Tout à fait, c'est un message transcendant. Avant toute chose, c'est un message transcendant, ce n'est pas un message clivant, ce n'est pas un message qui sectarisant ou qui sectarise entre les communautés. Ce qui a été démontré par justement le messager, où le prophète dans sa vie, il était entouré de compagnons, il sollicitait leur avis sur des questions aussi sensibles, même sachant qu'il y a la révélation qui lui a été faite, qui fait de lui qu'une personne, c'est-à-dire qu'il ne peut se contenter, plutôt ne peut ne pas avoir affaire plutôt à demander l'avis des autres. Il a essayé de traduire dans les faits le principe du shura, ce qu'on appelle consulter. La consultation. La consultation. Donc, vous avez évoqué la question de dirigeants, de responsables, bien entendu. Et c'est l'un des aspects les plus importants de cette filmographie. Dans les trois extraits, il y a une responsabilité. Celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est une responsabilité particulière. Celle de Omar al-Mukhtar, qui est une responsabilité révolutionnaire. Et celle de Omar al-Khattab, qui est la responsabilité de gouvernance. Le dénominateur commun, vous faites bien de le dire, c'est la responsabilité. La responsabilité du personne vis-à-vis de toute une communauté, c'est-à-dire qu'il a été chargé par le bon Dieu, il lui a révélé un message, il lui a transmis un message, d'aller libérer, c'est-à-dire de transmettre son message, de dire qu'on va vers, tu es le dernier des prophètes. Donc, il faudrait qu'il y ait cette union autour d'un message qui soit transcendant. Oui. Pour Omar al-Mukhtar, il avait une responsabilité vis-à-vis de tout un peuple, de ne pas se rendre, de ne pas accepter une forme de paix qui est une soumission. Et la responsabilité du calife Omar al-Khattab, qui doit continuer dans le sillon tracé par le prophète alayhi salatu wa salam. Donc cet élément, ce qu'on appelle de responsabilité, c'est l'un des aspects les plus importants qui a été représenté à travers le film Le Messager, puis la nouvelle filmographie qui se présente. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la représentation de l'islam a été dominée par la production cinématographique occidentale. Mais c'était qu'une représentation biaisée, qui obéissait à des clichés bien donnés et qui partait, si vous voulez, par un certain montage qui fait ce qu'on appelle un dépeçage de l'histoire. Oui. On prenait des moments T de l'histoire et on fait croire aux téléspectateurs que ces moments T sont des moments fondateurs de l'islam, alors qu'ils ne le sont pas. Ça d'une part. D'autre part, c'est une filmographie qui réduisait l'islam à des lieux, le muezzin, le marché, à des personnages, c'est-à-dire que un roi dépravé, un roi obsédé sexuellement, un roi corrompu. Et on a vu ça à travers de certains films sans leur faire la publicité. Donc il a fallu que, du point de vue chez les musulmans, qu'ils adoptent cette attitude de réaction. Le premier temps, ça a été la réaction. On peut dire que le message Risala, ça a été une réaction contre une filmographie qui a voulu dépeindre l'islam selon une certaine vision. D'ailleurs, Mustafa Al-Aqad, il le dit lui-même que si j'ai voulu faire ce film, c'est justement pour montrer qu'à l'époque, en 1976, il y avait 700 millions de musulmans. Et que l'islam qui vous est présenté dans les plateaux, dans certains écrans de télévision, de certaines salles de cinéma, ce n'est pas l'islam, le vrai islam.
Donc, Risale, le messager, ça a été le déclencheur. S'ensuit toute une série de productions cinématographiques qui ne soient pas réduites uniquement sur le religieux. On a parlé de le film de Omar al-Mukhtar, mais aussi de films de série qui essaient de représenter l'islam d'une manière différente. C'est-à-dire que l'islam, ce n'est pas le religieux, ce n'est pas le rituel, le vrai islam. C'est-à-dire que l'islam, c'est une civilisation, c'est un message transcendant. Et donc la production, la nouvelle tendance dans la production cinématographique, elle part de ce principe qu'il faudrait présenter un islam qui soit différent. Parce qu'à un moment donné, jusqu'à présent, aussi bien ce qu'on appelle le genre du cinéma, si vous voulez, le cinéma historique, qui parle de religieux, ou certaines séries, ont tendance à dépeindre l'islam d'une façon violente. Très bien, merci Cherif Driss pour toutes ces informations. On passe, si vous permettez, à ce reportage de Khlifi Sabrina sur Jama' Sidi Ramadan à la Casbah d'Alger. Tout de suite après, ça sera coup de main. Sur les hauteurs de la Casbah fut érigée la première mosquée de la vieille Médina. Surplombant la baie d'Alger, elle offre aux fidèles une image attrayante de la cité qui épouse dans son élan en un trait continu la mer Méditerranée. Cette mosquée, qu'on découvre à l'angle des rues Al-Zirari et Sidi Ramadan, a été édifiée bien avant l'arrivée des Turcs, non loin de la première Casbah berbère, au haut de l'escalier du boulevard Abdelrazak Haddad, ex-Verdun. On l'appelait autrefois mosquée de la Casbah, Jama' Casbah al-Qadima. Jama' Sidi Ramadan est un échantillon des édifices où pria la première population d'Al Jazair. Son architecture est typiquement berbère, avec un lourd minaret carré, des toits en double pente et recouverts de tuiles rouges, comme Jama' al-Kbir et les différents temples berbères érigés à cette époque. Ces 9 travées perpendiculaires au mur de la Qibla reposent sur 18 colonnes massives et lui donnent une allure imposante. Le minaret à plan carré rappelle les oratoires de style maghrébin des XIIe et XIIIe siècles. Jama' Sidi Ramadan possède 50 immeubles dont les revenus des locations assuraient son entretien. Cette mosquée est de nos jours l'un des édifices parmi ceux construits durant la période pré-ottomane, les mieux entretenus aussi bien à l'intérieur qu'aux alentours. Elle ne présente pas de qualité ornementale particulière et semble d'une architecture assez grossière dans l'ensemble. Cette mosquée correspond au cadre pauvre et austère dans lequel priaient les premières populations de la ville d'Alger. Les fidèles continuent à la fréquenter et la grande salle ne désemplit pas le vendredi et lors des prières de l'Aïd. Dès que les autres mosquées de la cité sont remplies, les fidèles ne manquent jamais de monter jusqu'à cette mosquée pour accomplir leurs prières. Jama' Sidi Ramadan reste un symbole de l'attachement des Algériens à leur religion qu'ils ont su préserver au fil des siècles contre vents et marées. Inch'Allah, Dieu subhanahu wa ta'ala va toujours nous permettre de préserver
notre religion contre vents et marées, Khalifi Sabrina. Et tout de suite, avant de passer à notre invité de coup de main, un petit passage avec chef Samira. Chef Samira, alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez... bon, vous nous avez apporté tous ces magnifiques gâteaux, makrout, voilà, des fruits aux amandes. Et aussi, vous nous avez apporté des conserves. Exactement, alors c'est quoi? Alors, bon, voilà, c'est plutôt des légumes séchés. Très bien. Donc, en attendant qu'il vous donne un micro, donc aujourd'hui vous allez nous montrer comment on fait, comment on sèche les tomates. Très bien. On reviendra à vous dès qu'on vous donnera un micro. Merci, chef Samira. Et puis nous avons avec nous sur ce plateau Hamoudi Yassine, artiste photographe. Vous avez été primé à plusieurs reprises et vous vous spécialisez notamment dans la photographie 360 degrés, ce qui est connu généralement comme étant la réalité virtuelle. C'est pas tout à fait la réalité virtuelle, cependant la 360. Et aussi vous mettez en valeur les artisans de nos différentes régions, notamment les artisanes de la région de Eril Ali à Béjaïa, à travers vos photos. Merci pour l'invitation et l'occasion de m'avoir donné l'occasion de parler sur la photographie et aussi sur le patrimoine de ma région dont je suis natif, dont je suis amoureux, dont je suis soucieux de son essor, de son développement. Mon rêve, c'est de faire de la région d'Eril Ali et toute la région de la Kabylie, une destination touristique de qualité. Qualité, oui, de qualité, parce que notre région recèle d'innombrables atouts touristiques, attractions touristiques, que ce soit avec l'artisanat, que ce soit dans la nature. Il y a quelques jours, je découvre, je fais de la photographie astronomique la nuit, c'est-à-dire profitant du confinement puisqu'on ne peut pas sortir vers d'autres wilayas. Donc, je monte en montagne, je fais de la photographie astronomique. Je me suis dit peut-être qu'on pourrait faire même un observatoire oui, bien sûr. Donc tout ça, c'est des attractions qui peuvent être des attractions touristiques qui vont mettre en valeur notre région et apporter un plus à la région, surtout sur le plan financier, faire vivre des familles, faire vivre toute une région, des commerces, tout. Alors, vous travaillez particulièrement avec les artisanes de Eril Ali. Oui, mon métier de photographe, bon, j'ai un studio de photographie là-bas sur... Je ne sais pas si on peut voir les photos de Hamoudi Yassine. Oui. On travaille donc en tant que photographe, j'ai là-bas un studio de photographie. Je travaille beaucoup plus avec les musées, avec en quelque sorte, je suis imprégné par cette culture de patrimoine et tout. Donc je fais des visites virtuelles pour les musées, Bardo, Stif, les musées nationaux, et aussi avec les hôtels, etc. Donc à temps perdu, ou bien l'autre moitié de ma passion, c'est de mettre en valeur, comme je vous disais, de mettre en valeur notre patrimoine architectural, l'artisanat, le culinaire aussi. Nous avons des recettes de cuisine, nous avons aussi des artisanes. Aujourd'hui à Eril Ali, il y a des femmes qui ont 80, 85 ans. Elles travaillent encore. Continuent de travailler l'osier, entre autres. L'osier, la raffia, oui. Elles travaillent encore. C'est à la fois pour occuper leur temps, mais aussi pour gagner. Bien sûr.
Pour améliorer leur qualité de vie. Voilà, améliorer leur situation financière. Donc moi, ce que je fais avec mon appareil photo, je le dirige vers ces artisans, ces artisanes, pour mettre en valeur leur travail. Je le mets sur Internet, sur ma page. J'ai une page Facebook fait dans la promotion de la région, purement de la promotion touristique, etc., qui s'appelle Erilali. J'adore. J'aime Erilali. Oui. C'est mon village natal. On y vit là-bas, on y vit. Donc il faut être, comment on dit, il faut marquer son temps, il faut mettre en valeur notre patrimoine. Est-ce que c'est une forme d'artisanat qui est particulièrement réalisée par les femmes? Oui. C'est juste par les femmes, c'est un travail ne font que les femmes. De génération en génération. Peut-être qu'elles ont des problèmes par rapport à la matière. Elle est composée de fil de raffia qui est importé d'Indonésie et de l'alpha. Bon, l'alpha il est ici en Algérie. Même chez nous, il y a des régions qui sont connues par le halfa, djelfa, etc. Beaucoup de régions. Donc, le fil vient blanc. On lui fait une teinte suivant le désir ou suivant ce qu'on veut faire comme motif. Et voilà. Donc, je ne sais pas si je peux parler avec Mouna Zedjiga. Je ne sais pas si je peux lui parler. Ah non, c'est pas possible. Elle n'a pas de... Oui, bon. D'accord. Bon, je vais quand même discuter avec elle et transmettre. Mouna, est-ce que هاد الخدمة هذه اللي راكم ديروها اسكو راهي تعاونكم في حياتكم؟ كيفاش راهي تعاونكم؟ كي كانوا يخدموها؟ يعيشوا. C'est un moyen de subsistance. ودوكا انتم كل واحد كيفاش ينجم يخدم هذه الخدمة هذه؟ المادة هذه الأولية اللي كنت تخدموا بها كاين زوج، كاين الحلفة وكاين تجيبوها كانا من الاندونيزي، من اندونيسيا. اسكو ساهل انكم تجيبوها؟ يعني انا حبيت نعرف هذه الخدمة هذه سورتو هاد ال7 شهور هادو اللي جازوا مع المرض، اسكو كيفاش درتوا يعني؟ اسكو حبستوا؟ اسكو ما كايناش باسكو نتوما تجيبوها من الخارج. مالا كيفاش ديروا نتوما؟ تشروها عند واحد وتجيكم غاليه. مالا كيفاش راكم ديروا جوستومون؟ après j'imagine que ça va retomber sur le prix de l'artisanat، يعني ومن بعد ديك العمل تاعكم يولي غالي، يعني يولي ماشي اكسيسيبل. اي دونك ما تبيعوش بزاف، اي دونك ابخي ميم حياتكم نتوما يعني ما تقدروش تطلعوا لها النيفو تاعها كيما راكم حابين نتوما. كيفاش راكم ديروا الوغ؟ كيفاش درتوا هاد ال7 شهور هادوما؟ راكم قاعدين. ربي يفرج ان شاء الله. C'est important donc de regarder, d'avoir un regard à tous ces artisans, parce que nous prenons l'exemple des femmes de Eril Ali, mais à travers elles, c'est tous les artisans d'Algérie qui souffrent et qui ont souffert durant cette... déjà, donc ils souffrent particulièrement depuis longtemps. L'artisanat souffre, c'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques. Mais depuis ces 7 derniers mois, avec le confinement, la fermeture des frontières, etc., c'est vraiment un problème qui se pose. Justement, avec la crise sanitaire, je suis en train de penser avec elle, comment faire en place un magasin virtuel. D'accord. Ça c'est pas mal. On peut faire, je leur propose de faire, on est en train de l'étudier, de faire une boutique virtuelle d'artisanat d'Eril Ali. Donc, bon, peut-être on va commencer localement, bien sûr, mais si ça peut déborder hein, dans le cadre du commerce équitable. Ça va déborder. Vous pouvez vous retrouver. Et ça peut rendre les choses plus palpables
pour ceux qui s'intéressent à cet artisanat, j'imagine. Alors, ce que vous faites, vous, c'est des vidéos ou des photos en 360 degrés Voilà. qui sont visibles donc, avec un téléphone portable qu'on met dans un casque. Dans un casque à 360. Bon, C'est cela. Cela, c'est-à-dire ce qui concerne les visites virtuelles pour les hôtels, pour les... Mais c'est ce que vous voulez faire avec non, ce ici, on le fait travail juste des la artisans. photographie 2D. 2D, d'accord. Donc, Ok. on met en valeur, c'est-à-dire je mets mon expérience à leur disposition pour faire reproduire les objets d'une qualité supérieure et pour les mettre en valeur. Donc l'idée, c'est-à-dire on veut créer une boutique virtuelle directement, on fait que ce soit sur Facebook ou là sur Instagram. Donc voici l'image du produit avec son prix, avec s'il faut le vendre à distance par la poste ou bien par notre service e-commerce. E-commerce, oui. Donc c'est ça que, en quelque sorte, je mets en valeur, je mets à leur disposition mon expérience, que ce soit dans la communication ou bien dans la photographie. Très bien. Je voudrais que vous nous parliez un petit peu d'ailleurs de cette question de réalité virtuelle qui n'est pas très utilisée en Algérie pour différentes raisons, dont le coût qui est important quand même. Pour l'instant donc, comme vous nous l'avez dit, vous faites le travail essentiellement pour les visites virtuelles avec les musées. Oui. Vous avez fait le musée de Sétif. Sétif, Bardo. Ah, le Bardo, c'est vous qui avez fait, le musée du Bey à Constantine. Oui. Les expositions, on a fait les expositions, que ce soit à Constantine ou... Maintenant, pour l'accessibilité, c'est pas encore tout à fait possible. J'ai même fait une visite virtuelle de mon village, Rilali, où on peut visiter, casser par... On peut trouver sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. On peut trouver sur ma page. Vous allez trouver le lien de la visite Facebook. Sur ma page Facebook. Très bien. Rilali, j'adore. Très bien. Si vous voulez aussi que je vous ajoute l'autre page que j'ai pour la promotion du tourisme à l'échelle nationale. Très bien. Ça s'appelle Destination... Nous en avons besoin. Destination DZ. Oui. Destination DZ, je fais des photos panoramiques montrant toute la beauté du pays, que ce soit à l'Ashkrem, à Janet, sur l'Akhdija, sur tout le pays, le Khala. Toutes les régions d'Algérie. J'ai visité presque toute l'Algérie, il me manque Tindouf. Nous avons un très beau pays. Oui, Pardon. Oui. Vous pouvez le confirmer. Je voudrais juste, parce que M. Hamoudi vient de me donner matière justement à enrichir le sujet par lequel nous avons commencé, dans un dialogue entre Abu Dar Jundub ibn Junada radiyallahu anhu avec le messager de Dieu qui vient lui demander quelles sont les œuvres les plus méritoires. À un moment donné, il lui dit que tu fabriques quelque chose pour quelqu'un ou que tu aides quelqu'un à fabriquer quelque chose. Vous êtes dans cette logique. Puis à un moment donné, vous avez dit Jamiril Ali. Hubbul watani min al-iban. Vous savez, l'amour de la patrie est un signe de bonne foi. Et là, nous sommes dans le hadith du messager de Dieu qui nous parlait de David qui mangeait du salaire de son travail, du fruit de son labeur. Donc, quand on parle aussi de changement, il y a cette notion de citoyenneté active c'est comme celle de monsieur, qui est désintéressée. Iril Ali ne vous a pas payé pour faire une visite virtuelle. Ces femmes-là ne vous payent pas, elles ne peuvent pas vous payer. Et c'est tout ça qu'il va falloir intégrer, parce que ça, chez nous, musulmans, ça fait partie du mode de vie religieux. C'est ça le problème. Et nous avons occulté toute cette partie. Ce n'est pas uniquement une forme de c'est une manière d'être croyant. Oui. Point barre. C'est ce que Dieu veut de nous. Et nous avons limité la religion à des gestuels, à un acte cultuel, pas plus ni moins, et qui ne se déroule que dans la mosquée. Une fois que nous sortons de nos mosquées, nous nous donnons le droit de devenir des petits diables.
comprenez, c'est ça le... Nous ne nous posons pas assez de questions. C'est... Enfin, moi je vous remercie pour ce que vous faites, hein, parce que c'est vraiment méritoire. Alors, c'est bon, normalement vous avez le micro, Azjiga. Alors, معليش عاودي تكلمي لنا على العمل تاعك هذايا اللي راكم تعملوا فيه في قرية يغيل علي أبي جاية. طلعي صحيح. لي سور اللي كانوا يخدموا فيها ومن بعد يتعلموا نساء تاع يغيل علي. ومن بعد كي كنت صغيره لقيت جداتي وماما كانوا يخدموا فيها ومن بعد تعلمت عندهم كي كنت صغيره ومن ذاك راني نكمل. ودوكا يعني نساء كامل في الفيلاج يخدموا هذه الخدمه هذه ولا سورتو لي جون؟ انا نخمم سورتو لي جون. كانت يخدموها ومن بعد راحت كي راحوا لي سور راحت خلاص ومن بعد هنا وليت جبدتها. داكور. وليت راني نخدم فيها. اوكي. اسكو الصغارات يعني لي بلو جون اسكو راهم يحبوا يديروا هذه الخدمه هذه يتعلموها بون على خاطر لي بوزوان اوسي الحياه لازم لها الماده باش يقدروا يعيشوا. اسكو هذوك لي جون تاع الفيلاج تاعكم اسكو راهم يتعلموا فيها هذه ولا يبريفير يروحوا من الفيلاج؟ كاينين اللي يحبوا يقول لك انا نقرا خير، كاين الاخر يقول لك نقرا ونزيد نتعلمها. C'est plus logique, Kamal, non, d'étudier et d'apprendre un métier. D'ailleurs, c'est ce que font les grandes universités, même les écoles, les collèges, ils apprennent aux plus jeunes un métier en même temps que d'étudier. C'est très important. لو كان يلقاو اللي يعلمهم يتعلموا حاجه شابه ماشي زعما حاجه تكون. وانتم دوقاتك اليوم شنو هما المطالب تاعكم؟ كيما انايا حبيت زعما كيما هذه تمشي كي تخدمي. دوكا راكم تخرجوا الخدمه هذه ولا مازالها قاعده يعني في مازالها قاعده شويه. وين راهي الاشكاليه وراه المشكل باش ما تقدروش تخرجوا العمل تاعكم وتبيعوه؟ انايا عيطوا لي في المعرض ندير المعارض. ومن بعد رحت للجلفه، رحت لتيزي وزو، رحت لبجايه، رحت لرياض الفاتح، رحت كل مي صافا مي ما تمشيش بزاف. الاخر المدى هذه الاولى غاليه وما كانها ما تلقيهاش، لازم تجيبوها من الخارج. اوكي. وكاين كانا لو كوتي ايكولوجيك، يعني لو كوتي ايكولوجيك يعني هذه طبيعيه. طبيعيه. اسكو انت ترماركي باللي الناس يميلوا لهذه الحاجه الطبيعيه ولا يبريفير لا الماء النورمال؟ كي يشوفوها تعجب لهم بصح يقولوا لك زعما غاليه شويه. با وي سي vous avez des problèmes avec la matière première الماده الاوليه ما تلقاوهاش غاليه طبيعي انكم. شحال باش تقعدي باش تخرجي وحده؟ يعني نقدروا نعرفوا هكذاك شحال لو بري تاعها يعني كل وحده بالبري تاعها. ممكن تقولي لنا كيما هذاك لو باني اللي في بين يديك شحال هذا؟ هذا دوكا مازال ما خلاص باش نشوف يخلص شحال يولي يتباع كي يتباع ديجا لو روندمون كي شحال تقام لك حتى تخلص باش تشوفي شحال تقام لك. دوكا شحال مازالو هذايا يخلص؟ مازال يولي كبير. شحال هكذاك يستقام لك؟ ما على بالي. ولا هذوك لي بلاطو كيما هذاك البلاطو هذاك شحال استقام لك؟ كيما هذه واحد 150 ولا. وكي يتباع؟ كي يتباع 150. وانت شحال استقام لك باش هذاك خدمتيه؟ تجي لك ساعه تجي لك زعما انت ما ديتيش فيها بزاف. يعني شحال تدي فيها هكذاك باش نعرفوا يعني كاع لامباكت دو لا وي. شحال ياخذ الوقت؟ شحال من ساعه تاع خدمه؟ الوقت كيما هذه تجيب فيها الشهر تاع رمضان. Donc beaucoup de temps, un investissement de temps et un investissement financier important dès le départ. C'est normal que ça coûte
coûte aussi. Enfin, je ne sais pas si je peux dire Ça aussi coûte cher. pas, Hein. en tout cas. Ça coûte pas, c'est de l'artisanat. Ça ne coûte pas en termes d'heures. Oui, bien sûr. C'est pratiquement pas rentable, quoi. Oui, c'est oui. ça le problème. Oui. Donc c'est important que vous soyez soutenu يا لو كان في la matière première. يعطيك الصحة الله يسلمك. منى الزيقة. الله يسلمك. Oui. J'attire votre attention sur son habit. Oui. L'habit taha, il est spécifique de la région de Abbas, enfin de la région de Rilali. Mais on a le Fouda, le Fouda. Contrairement à la région de Tizi Ouzou qui met des robes kabyles colorées. والفوطة يدوروها هما. contrairement لهنايا. الفوطة والديل هذه هي. تلبس من قدام. Voilà. اوكي. C'est l'habit traditionnel de la région de Rilali, l'île de Fouda. الله يبارك الله يبارك. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci d'avoir accepté notre invitation. On passe tout de suite à Monsieur Boujnoun avec les 101 témoignages. À tout de suite. Wa alaikum Mélina. Nous poursuivons donc, Inch'Allah, notre série sur les témoignages de penseurs, de philosophes, de savants occidentaux sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc aujourd'hui, nous allons citer les témoignages de deux auteurs d'origine anglaise qui ont écrit aussi des choses admirables sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le premier est l'historien James Michener qui a écrit dans la célèbre revue Reader's Digest américaine en 1955. Il a écrit ceci sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Homme d'affaires prospère dès l'âge de 20 ans. Il devait bientôt devenir directeur des caravanes de chameaux d'une veuve fortunée. Il fait allusion bien sûr à Khadija, radiyallahu anha. Celle-ci, reconnaissant ses mérites, lui proposa le mariage. Bien qu'elle fût de 15 ans son aînée, il l'épousa et fut un époux dévoué jusqu'à sa mort. De même que la plupart des grands prophètes qui le précédèrent, Mohammed chercha à éviter l'honneur de transmettre la parole divine, se considérant comme indigne d'accomplir cette tâche. Mais l'ange lui ordonna, il s'agit de l'ange Gabriel bien sûr, lis, iqra. De ce que nous connaissons de sa vie, nous savons que Mohammed ne savait ni lire ni écrire, mais il commença à dicter des mots qui lui étaient inspirés et qui allaient bientôt transformer une grande partie du globe par le verset « Il n'y a qu'un seul Dieu ». Sur tous les plans, Mohammed était un esprit éminemment pratique. Lorsque son fils bien-aimé, Ibrahim, mourut, il y eut une éclipse du soleil et des rumeurs s'étendirent rapidement, disant que Dieu lui avait exprimé personnellement ses condoléances. Or, on dit que Mohammed lui-même affirma qu'une éclipse étant un phénomène naturel, il est insensé d'attribuer ce genre de phénomène à la naissance ou à la mort d'un être humain. À la mort de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, certains voulurent le déifier, mais son successeur administratif, Abu Bakr le véridique, mit fin à cette vague d'hystérie par une des paroles les plus belles de l'histoire religieuse. Il a dit, si l'un d'entre vous alla jusqu'à rendre un culte à Mohammed, sachez que Mohammed est mort. Mais si c'est à Dieu qu'il rend un culte, Dieu est le vivant et ne meurt pas. Il s'agit bien sûr du célèbre événement qui a eu lieu après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où une grande panique s'était emparée des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui refusaient d'admettre qu'un tel homme pouvait mourir. Et Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu a mis fin à cette panique en disant sa célèbre parole Man kana yu'min bi Muhammad fa inna Muhammad qad mat wa man kana yu'min billah fa inna Allah hayyun la yamut. Donc le deuxième témoignage est l'œuvre d'une écrivaine anglaise, une ancienne nonne religieuse qui s'appelle Karen Armstrong. Celle-ci dit dans son livre Mohammed, qui est traduit en arabe,
et par Fatima Nasr et Mohamed Annani et édité par les éditions Dar Sotor au Liban. Cette femme dit: Mohammed a fondé une religion et une civilisation dont l'épée ne fut pas le fondement comme le prétend le mythe occidental. Une religion appelée l'islam, une expression qui veut dire la paix et la concorde. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de ces deux témoignages. Nous continuerons, Inch'Allah, la semaine prochaine avec d'autres témoignages. Et sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et merci à vous. Merci Moussaoud Boujnoun. On passe tout de suite au dossier du jour avec les métiers de l'édition. Pour parler des métiers de l'édition, nous avons avec nous sur ce plateau Monsieur Manaf Saehi. Salam alaikum, vous êtes président de la commission culturelle de l'organisation des éditeurs. Aujourd'hui, comme depuis un bon moment, les métiers de l'édition font face à de nombreux défis, dans celui de la valorisation déjà du livre, le livre qui n'est pas un produit comme tous les autres, de la valorisation de votre métier, de votre participation de l'édition en elle-même, de vos participations aux différents colloques, aux conférences, aux salons, aux différents salons. Donc d'abord parlez-nous un peu du métier de l'édition. Voilà, le métier de l'édition est un métier qui se situe au sommet de la pyramide de la production intellectuelle et culturelle. C'est un métier qui évolue sur deux plans. Un premier plan culturel, donc il y a une mission sociale à accomplir et civilisationnelle. L'autre plan est le plan économique tout simplement. Et comme les deux sont liés, il est primordial que l'environnement suive pour que la société ne soit pas privée de ce moyen d'expression essentiel de sa culture et ce moyen essentiel aussi de la préservation de son identité. Mais justement, ça commence déjà par l'intérêt du lecteur au livre. Nous l'avons tous remarqué, nous le savons. Il y a eu de nombreux débats autour de l'intérêt du lecteur algérien au livre. Il n'est pas vraiment important. Est-ce que le problème est dans les titres choisis? Quel est le souci vis-à-vis du lecteur d'abord? En fait, c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus général que ça. Il n'y a pas d'éditeur ni d'organisation d'éditeurs qui puisse remédier à cette situation. C'est une situation qui doit être remédiée par les efforts conjugués de l'État et de tous les secteurs, la société civile. Donc nous sommes tous concernés. Cette situation est l'aboutissement d'un processus de déculturation de la société. Certains prétendent que c'est les moyens de communication moderne, c'est les smartphones, c'est Internet, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Nous savons que des sociétés qui sont plus versées que nous dans ces nouvelles technologies ne connaissent pas ce problème de lecture. De désintéressement du livre. De désintéressement, voilà. Vous voulez dire qu'il faut passer du papier à... C'est ça, ça va résoudre le problème? Non, pas du tout. Je suis en train de dire que des sociétés qui sont plus versées que nous dans ces nouvelles technologies... Dans la technologie, n'ont pas ce problème avec le papier. Avec le livre en tout cas. À titre d'exemple,
le livre numérique, les statistiques jusqu'au 31 décembre 2018 disent qu'aux États-Unis, le livre numérique venait à peine, à la fin de 2018, il venait à peine de dépasser le cap des 20%, comparé à la production totale de livres. Donc nous avons environ 80% de livres papier contre 21% de livres numériques. En Europe, en France plus particulièrement, c'était les 9%, avec une croissance de 1,5%. 1,5% pour aboutir à 9% pour une société comme la France, où Internet a un débit beaucoup plus important, plus régulier, voilà, donc, plus stable. On ne peut pas expliquer ce qui se passe dans la société algérienne simplement par la présence de ces nouvelles technologies. Est-ce que c'est un problème de thématiques qui sont proposées? Est-ce que c'est un problème avec les auteurs? Où est exactement le problème dont vous pouvez parler? Peut-être ce qu'on propose aux lecteurs ne les intéresse pas. Peut-être qu'on n'a pas une réelle connaissance de ce dont a besoin le lecteur algérien et ce dont il est capable d'absorber aussi. Voilà, c'est une question très pertinente et à laquelle la réponse est très approximative parce qu'en tant qu'organisation, nous n'avons pas des statistiques très claires. En fait, les seules statistiques qui ont été effectuées en matière de lecture ont été faites par le Centre national du livre, il y a cela 2 ans, c'était en 2018 justement, et l'échantillon était à peine de 321 lecteurs. Et je dis lecteurs parce que le sondage a été effectué dans les salons du livre, dans les bibliothèques de lecture publique. Donc on s'est adressé carrément à des gens qui étaient là pour lire ou pour acheter des livres. Alors que les statistiques pour être vraiment représentatifs doivent avoir un échantillon beaucoup plus large et qui puisse représenter toutes les factions de la société. Moi, j'aurais préféré que ces statistiques-là aient été faites dans la rue avec Monsieur Tout-le-Monde, dans des environnements de travail, dans des usines, dans des administrations. Ça aurait été beaucoup plus représentatif et ça nous aurait peut-être rapporté les questions à votre réponse. Mais je peux m'avancer à prétendre qu'il ne s'agit nullement de thématiques ou d'auteurs ou de quoi que ce soit, parce que nous voyons que les auteurs algériens ont une grande audience à l'étranger, d'une part. D'autre part, l'offre en matière si vous permettez, certains auteurs qui parlent de certaines thématiques, oui. C'est ceux-là qui sont, comment dire, entre guillemets, ovationnés oui, bon, à l'étranger. Bon, comme je l'ai dit, c'est assez approximatif comme réponse, pour ne pas avoir de réelles statistiques là-dessus, mais c'est largement suffisant pour mettre à défaut la thèse qui prétend que nous n'avons pas d'auteur ou les thèmes abordés par l'éditeur national ou l'éditeur local ne peuvent pas rivaliser avec les éditeurs étrangers. En fait, je peux vous affirmer que plus de 50% des éditeurs algériens possèdent sur leur catalogue plus de 50% de titres entrant dans le cadre d'achat de droits. Donc nous publions ce qui se vend ailleurs et on n'arrive pas à le vendre en Algérie. Donc c'est un problème structurel, c'est un problème qui concerne disons l'intérêt de l'Algérien moyen à la lecture. Et je pense que les solutions doivent être entreprises à la base, donc à l'école. Vous avez parlé de la question du processus d'acculturation. Il y a un processus d'acculturation, c'est-à-dire bon, en fait, tout le monde sait que l'Algérie est passée par une décennie noire ou rouge, ou quelle que soit sa couleur, une décennie
très sanguinaire qui a fait que l'Algérien a vécu durant toutes ces années, au jour le jour. Il n'avait pas d'ambition, il ne pouvait pas planifier sa vie. Après, il y a eu 20 ans de, disons, débandade générale. Ces 20 ans-là, j'estime que leur impact sur l'intérêt à la lecture a été beaucoup plus néfaste que la décennie sanguinaire, dans la mesure où on pouvait voir le symbole de la réussite sociale chez des gens qui n'étaient même pas capables de remplir un chèque, alors qu'ils disposaient de centaines de milliards de centimes. Donc, en fait, c'est... À valoriser plus l'argent facile, gagner facilement. Justement, je dis facilement. On a récolté ce qu'on a semé. L'Algérien ne lit pas parce qu'il n'en voit pas l'intérêt. Si aujourd'hui un Algérien moyen, disons un fonctionnaire, pouvait lire un livre toutes les semaines ou un livre tous les 2 jours, est-ce que cela aurait un impact sur sa promotion sociale, sur sa promotion professionnelle? C'est ce genre de mécanisme qu'il faut instaurer pour redorer le blason de la lecture, pour redonner de l'intérêt à l'Algérien moyen à la lecture. Donc c'est tout ça. Parce qu'à travers la lecture, c'est aussi le savoir dont on parle. Est-ce que ça va aller? C'est un processus justement, il est très sournois, il est silencieux. La promotion ne passe plus par la matière grise. Exactement. Elle passe par la corruption, par tout simplement. Oui, c'est ça. Mais il y a aussi un autre problème. C'est aussi le prix du livre. J'en souffre. Hein. C'est-à-dire qu'on est obligé d'acheter. C'est-à-dire les bons livres, ça ne descend pas au-dessus de 3600 dinars ou... Il n'y a pas que ça. 3600 dinars, je peux vous assurer qu'à part 2 livres qui sont en plusieurs volumes, chez les éditions Seyri, je n'ai aucun titre à ce prix-là. Je peux même vous dire que ce n'est pas toujours vrai. Je peux citer un exemple direct. J'ai acquis les droits d'un livre chez un confrère français, Or Noir, la grande histoire du pétrole. J'en avais distribué un certain nombre chez des libraires à Alger. Après une année, il y a eu 5 exemplaires de vendus et le reste m'a été retourné. Alors que ces mêmes librairies, ou disons pour être plus véridique, cette même librairie, c'était une librairie. On va éviter de donner son nom. Voilà, donc cette librairie vendait le même livre, édition française, à 4500 dinars. Mon livre se vendait à 1600 dinars. Donc ce n'est pas le prix. Et ça ne peut pas être le prix. D'abord, si on veut mettre au moins partiellement ce problème sur le compte du prix, alors il faudra parler du pouvoir d'achat. C'est le pouvoir d'achat en Algérie qui est très en dessous de la moyenne. Donc c'est un problème, encore une fois, qui ne dépend pas de l'éditeur, qui ne dépend pas des métiers du livre. Excusez-moi, mais vous donnez un exemple important là, quand vous dites que il y avait les deux versions, l'une pas chère et l'autre qui dépasse les 4000 dinars. Et vous dites qu'on a plutôt mis en avant l'édition étrangère qui coûte cher et la vôtre, on l'a mis, peut-être on l'a laissé dans les cartons. Selon vous, c'est dû à quoi? Ce serait bien aussi de l'expliquer. Non, mais je peux vous donner 2 réponses. Pour que vous n'entriez pas en guerre avec vos confrères. Non, mais sans dire... C'est un monde qui a été investi, colonisé par des opportunistes. Je suis désolé de le dire, mais c'est une réalité exclusivement pour les musulmans et les arabes. Mis à part le Liban, peut-être, où il y a toute une culture de l'édition, même quand vous voulez publier un livre, par exemple, on va dire en France, il vaut 1000 fois mieux pour vous d'avoir affaire à un juif ou à un européen plutôt que d'avoir affaire à un musulman. C'est ça le problème. Et puis, ils veulent tout simplement acheter des droits avec des clopinettes
et vous leur cédiez pratiquement votre fruit intellectuel. Mais ici en Algérie, c'est un domaine qui a été investi par pratiquement des contrebandiers. C'est des gens qui vendent le livre. On ne va pas rentrer sur la question de leur religion, de leur islamité. En fait, c'est beaucoup plus profond que ça et beaucoup plus large que ça. Tout d'abord, nous avons un problème de librairie. Les libraires proprement parlés, donc les endroits où l'on ne vend que des livres, on n'en trouve pas 50 au niveau du territoire national. Nous n'avons pas 50 librairies. Peut-être, pas peut-être, certainement, il y a plusieurs wilayas qui ne possèdent pas une librairie. Pas une. C'est malheureux. Terrible. Donc, il y a cet aspect. L'autre aspect, et je voudrais faire ricocher votre tir dans l'autre direction. Ces opportunistes, d'abord, on va en parler si vous voulez entendre la réalité, la vérité. Mais à ce stade-là, je peux vous dire que les opportunistes en fait, et ça répond à votre question aussi, sont les importateurs. L'importation est à outrance. Partout dans le monde, bon, tout à l'heure j'étais en train de dire que c'est un éditeur et avant tout quelqu'un qui se sent investi d'une mission culturelle, civilisationnelle et tout ça. Donc on ne peut pas, par principe, on ne peut pas être contre le livre importé. Mais un livre importé, c'est un livre universitaire, lorsqu'on importe 50 exemplaires, 200 exemplaires, mais pour le livre universitaire, à partir de 300 exemplaires, c'est déjà un grand tirage. C'est déjà un grand tirage. Je parle pour le marché national. Oui. Pour le marché national. Pour le marché à 300, un livre universitaire, l'éditeur trouve son intérêt à acheter les droits et publier le livre ici. Et vous avez vu la différence de prix. C'est flagrante, oui, elle est énorme. Voilà. Donc, nous avons en Algérie des importateurs qui, non contents d'importer massivement des titres à répétition, donc il importe une édition complète, 1000 exemplaires, 2000 exemplaires, pour la réimporter l'année prochaine et pour la réimporter l'année d'après. Il y a même des éditeurs qui proposent des formations spéciales aux enseignants des écoles privées sur les manuels scolaires importés, alors que c'est contraire à la loi. C'est contraire à la loi, contraire à la logique, contraire à l'éthique, contraire à tout ce qu'on veut. Donc, il y a l'importation à outrance. Un éditeur trouverait 1000 fois mieux son intérêt à acheter les droits et à publier le livre localement qu'à l'importer. Malgré ça, il préfère importer parce que c'est du facile. C'est des gens qui ne savent pas publier un livre, qui ne connaissent pas les étapes par lesquelles passer un livre avant d'être mis à la disposition du lecteur. Donc c'est des gens, comme vous l'avez si bien décrit, c'est des opportunistes qui viennent d'autres secteurs, qui n'ont rien à voir avec ni le livre, ni ça, c'est ce qu'on a remarqué ces 15 dernières années, malheureusement. Oui. Voilà. Peut-être un dernier mot très rapidement, ou alors je vous pose une dernière question si vous permettez, c'est comme vous voulez. Oui, juste parce qu'on a remarqué, on me dit qu'il faut faire vite, on a remarqué aussi que dans les salons internationaux, généralement les éditeurs algériens, ils ne sont pas bien positionnés. Oui, parce que il y a les gros blocs, ceux d'en face, ils sont toujours, on y place les éditeurs étrangers, les grandes enseignes étrangères. Et les importateurs locaux. Oui, les importateurs. Et puis les éditeurs algériens, je ne sais pas, ils sont soit isolés, soit mis dans des petits box comme ça, donc ça ne je ne sais pas, ça ne favorise pas aussi peut-être, sans accuser qui que ce soit. Hein. C'est juste une question qu'on a tous observé. Ça ne favorise nullement la production locale. Un salon international du livre, c'est d'abord une vitrine pour la production locale. Ça devrait servir à exporter la production locale, ça devrait servir à exporter le livre algérien. On se retrouve à importer à outrance des livres de l'étranger.
Merci beaucoup Manaf Saehi, merci de nous avoir apporté tous ces éclaircissements. On passe sans transition à nos autres rubriques, mais avant avec ce reportage de Khalifi Sabrina sur la mosquée de Constantine, la grande mosquée de l'Amir Abdelkader. La mosquée Émir Abdelkader est l'un des monuments emblématiques de la ville de Constantine, située au nord-est de l'Algérie, et sans doute l'un des monuments les plus importants construits par l'Algérie indépendante. C'est en 1968 que l'idée de construire une mosquée à Constantine prit naissance. À l'origine, il ne s'agissait que d'une simple mosquée avec cette condition que les promoteurs désiraient un lieu de prière pouvant contenir 10 000 fidèles. Le chantier gagna cependant progressivement en ambition sous l'impulsion du gouvernement du président Houari Boumediene pour devenir non seulement l'une des plus grandes mosquées du pays, mais également la première université islamique moderne algérienne. L'ensemble a été inauguré en 1994. Le site choisi, Bellevue Ouest, s'étale sur une surface de 14 400 m², dont 8 000 m² seront consacrés aux 2 salles de prière et à l'esplanade. Les 2 salles pouvant accueillir jusqu'à 12 000 fidèles. Une coupole de 64 m², un patio central, 2 minarets de 107 mètres de haut chacun, et un mihrab de la salle de prière des femmes. Le plan de la mosquée a été confié à l'architecte arabe Moustapha Moussa qui a déjà réalisé le Palais des Nations à Alger. Quant à l'Université des sciences islamiques, elle est implantée au cœur de la mosquée et devait donc obéir à un site architectural, minutieux, en parfaite harmonie avec l'ensemble de la structure. Le site s'étend sur une surface de 9 000 m². L'université dispose de plusieurs structures pédagogiques importantes. 6 salles de cours d'une capacité de 30 places, 12 salles de cours d'une capacité de 50 places, 3 amphithéâtres de 700 places et un auditorium de 650 places. Elle dispose de 2 facultés, fondement de la religion, de la charia et de la civilisation islamique, et la faculté des lettres et des sciences humaines.
L'université Émir Abdelkader est la première du genre dans le pays conçue en même temps que la mosquée. Ce bel ensemble architectural est aujourd'hui l'un des monuments les plus importants et le plus visité de la ville. Et tout de suite, après la mosquée de l'émir Abdelkader à Constantine, qui, comme toutes les mosquées en Algérie, reprennent aujourd'hui, ouvrent leurs portes aujourd'hui dans le cadre du déconfinement, on passe à notre rubrique verte 4 saisons avec Mehdi Aknoun. Salam alaikum Mehdi. Salam alaikum, bonjour. Vous avez passé une bonne semaine? Alhamdoulilah, ça va. Aujourd'hui, on va parler des plantes d'intérieur. Aujourd'hui, on a choisi de parler des plantes d'intérieur. Alors, vous avez choisi la Dieffenbachia. J'ai choisi 2 plantes. J'ai D'accord. choisi, on commence par la gauche, c'est le croton. Et j'ai choisi aussi Dieffenbachia. On va commencer d'abord des plantes d'intérieur. On va parler des plantes d'intérieur en général. Déjà, le mot plante d'intérieur n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas une plante d'intérieur, ça n'existe pas. Il y a des plantes qui vivent à l'extérieur, mais dans d'autres pays, c'est à l'extérieur, à l'ombre. Chez nous, le climat algérien, ces plantes-là ne supportent pas ce climat-là. Donc, on a choisi de les mettre à l'intérieur pour avoir un climat plus favorable pour ces plantes-là. Donc là, on a le croton. Il est plus solide par rapport au Dieffenbachia. C'est le même dosage d'eau, c'est la même façon d'entretenir la plante. C'est une plante d'intérieur qui ne demande pas trop d'eau, beaucoup d'humidité et beaucoup d'ombre et un taux vraiment faible. Non, un taux élevé de luminosité. À l'intérieur, un taux élevé de luminosité. Exactement. Ah oui, Le donc il taux vaut mieux être bien orienté côté soleil. Et voilà, pas de rayon X directement sur la feuille parce que ça risque de la tuer. Brûler. Oui, ouais. ça brûle. Le taux l'humidité, il faut garder la terre humide. Il ne faut pas arroser la plante parce que là, quand on parle d'humidité, les gens pensent que humidité, ça veut dire arroser. Non, l'arrosement, c'est un acte qu'on fait avec la plante et l'humidité, c'est un autre acte. L'humidité, c'est garder les feuilles fraîches. Vaporiser. D'accord. Sur la feuille. Arroser un taux vraiment bas de l'eau, mettre de l'eau sur la terre, vraiment pour garder l'humidité sur la terre. Et les arroser 2 fois par semaine maximum, s'il s'agit d'un climat vraiment chaud à l'intérieur. La plante d'intérieur ne tolère pas le déplacement. Il ne faut pas la déplacer, la plante d'intérieur. Alors, en Algérie, on fait beaucoup le ménage. Ouais, on fait beaucoup alors, le ménage. On déplace beaucoup. Ne tolère pas le déplacement et le changement thermique. Ah, d'accord. C'est-à-dire pas de changement de pièce. Exact, pas de changement de pièce. Il faut éviter à le mettre en face le climatiseur ou en face un chauffage central ou un chauffage. C'est garder la température 22, 23, 25 degrés parce que la plante, elle a grandi dans un lieu où la température a toujours été constante. Dans une serre, on a une température constante. Si ça dépasse les 25 degrés, on ouvre pour diminuer la température. Si moins de 25 degrés, on ferme. Donc ça a toujours gardé la température constante. Il y a d'autres plantes. Des fois, on achète des plantes. Ça arrive qu'on achète des plantes et la plante commence à perdre ses feuilles. Oui. Pour les plantes d'intérieur, c'est un truc normal. C'est parce que la plante, si on change de climat, on change le climat de la plante. Parce que là, par exemple, le Dieffenbachia a gardé une certaine condition de vie. Si on change la condition de vie, la plante, elle va s'adapter avec. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va perdre. Bon, pour les 2 plantes-là, généralement, ce n'est pas le cas parce que ça risque de. Si on commence à perdre la feuille, ça risque de perdre carrément la plante. Mais par exemple, le ficus, il y a des ficus qui vivent à l'intérieur. Par exemple, ficus Hawaï, il commence à perdre les feuilles. Il perd les feuilles. Il commence à jaunir déjà. Après, il perd des feuilles. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que la plante, elle va repousser. Elle va donner d'autres feuilles qui vont s'adapter avec le nouveau. C'est quoi le délai d'attente? On se dit, quand est-ce qu'on peut se dire qu'il n'y a pas de souci et quand est-ce qu'on dit bon, c'est bon, ma plante, elle est. Si elle ne pousse pas, parce qu'il faut aller voir la plante de proche. Il faut s'approcher à la plante et voir, il y a des bourgeons, il y a des petites feuilles
qu'on voit qu'elles vont commence à pousser. Ça commence à pousser. Par exemple, là, si on voit le Dieffenbachia, on voit qu'il est en bonne santé. Parce que là, les feuilles, elles sont fraîches, elles sont fermes. Cette feuille-là, elle vient de pousser, elle est toute récente. Et c'est la même chose pour le Dieffenbachia. Elle se tient, elle n'est pas molle. Exactement, elle tient parce qu'elle était dans une pépinière. On prend soin d'elle, c'est normal. Mais je parle si c'était à la maison. Non, c'est des plantes de la pépinière. C'est la pépinière, on a déjà parlé de ça, c'est la pépinière du carrefour de Dallaria. Les plantes, ils sont là. Elle est fraîche, on prend la plante. Généralement, il y a des clients qui viennent, ils prennent la plante, après ils reviennent. La plante, elle n'a pas tenu, c'est quoi le problème? Il faut juste savoir prendre soin de la plante. Entretenir. Exactement. Encore plus les plantes d'intérieur parce qu'ils sont un peu délicats par rapport à d'autres plantes. Mais c'est un truc faisable de prendre la plante, de la mettre à la maison, de prendre soin d'elle et de changer le pot à chaque fois. Parce que la plante, une fois elle pousse, elle n'arrive pas, la plante d'intérieur, on parle de la plante d'intérieur, si elle n'arrive pas trop à pousser, elle risque de faire marche arrière et de mourir. Une dernière question, parfois les plantes d'intérieur, on voit une sorte de, comme une mousse blanche sur le sable, ou alors des trucs comme ça dans des c'est la cochenille, il y a des maladies sur les feuilles à l'intérieur. C'est des maladies comme toutes les plantes. Il y a la cochenille, il y a comment on appelle C'est carrément une couche blanche parfois. Oui, c'est la cochenille. Comment on fait justement pour le Il y a des médicaments, il faut prendre la feuille, il faut couper la feuille. Parce que si on voit le truc blanc sur la terre, ça veut dire que la feuille, elle est malade. On prend la feuille, il y a des spécialistes, on demande après à un spécialiste, il nous donne un traitement. Ou alors acheter des insecticides, non? C'est des insecticides, oui. Il faut en avoir des insecticides. Bien, exactement. Mais il faut d'abord prendre sa plante. Il ne faut pas mettre n'importe quoi. D'accord. C'est comme on a tendance à acheter et à vaporiser. Vous tombez malade, vous ne pouvez pas prendre n'importe quel médicament. C'est la même chose pour la Très plante. bien. Et un truc, le Dieffenbachia, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plante toxique. C'est-à-dire J'ai choisi avec les enfants ou avec les adultes Les adultes, enfants, c'est toxique. Il ne faut pas la mettre dans la bouche. Il ne faut pas la mettre dans la bouche. On risque quoi? Mourir. Ah, carrément. Ok. Ça donne pas envie de l'acheter, hein, en tout cas. Si, elle est belle. Pour ceux qui ont des enfants. Il ne faut pas s'approcher seulement. Elle ne court pas après les gens. D'accord. Merci. Merci Mahdi. On va aller, on passe tout de suite alors côté médical. Tu me donnes la transition pour passer à 2 ans complets. Docteur Gouader, salam alaikum. Salam rahmatullah wa barakatuh. 2 ans complets pour parler de la grossesse, son suivi et le postpartum dans ces conditions pandémiques. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il y a beaucoup de femmes qui sont enceintes et qui sont inquiètes parce que dans cette période de confinement, de corona, elles sont inquiètes pour leur fœtus et elles sont inquiètes pour leur accouchement et pour leur postpartum, c'est-à-dire après l'accouchement. Là, on va commencer tout de suite par tranquilliser ces femmes. D'abord, j'ouvre une petite parenthèse. La maladie corona, le Covid-19, touche très peu d'enfants, très peu de nouveau-nés. Et quand c'est le cas, c'est des formes qui sont vraiment légères. On ne voit pas de forme importante chez le nouveau-né, chez le nouveau-né, nourrisson ou l'enfant par rapport à l'adulte. Et il y a un rapport à peu près de 1 pour 10 000 par rapport aux maladies, par rapport aux décès, pardon, un décès pour 10 000 décès et une maladie confirmée grave pour 5 000 maladies graves par rapport à l'adulte. Donc c'est, je ne dirais pas insignifiant, mais le risque existe toujours. Pendant la grossesse, on a remarqué que le Covid, c'est-à-dire le virus, est attiré et il va un petit peu carrément vers l'appareil respiratoire. Donc il n'est pas transmis par le sang et même si une dame est malade, elle est atteinte de... C'est-à-dire que ça ne passe pas par le cordon ombilical. Elle ne va pas transmettre à son fœtus.
Bon, c'est vrai qu'il y a des précautions à prendre, toujours les mêmes précautions, les mesures barrières et tout. Pour la Maintenant, maman. quand on est sorti de la grossesse, pendant l'accouchement... C'est là où peut se faire la transmission. Il n'y a pas de transmission. Ah, d'accord. La transmission ne se fait pas, disons, par l'accouchement lui-même. L'enfant peut être infecté, enfin le nouveau-né peut être infecté par une transmission orale, c'est-à-dire une transmission aérienne, mais pas par rapport à l'accouchement, pas par rapport... S'il n'y a pas des mesures d'hygiène... Non, les mesures d'hygiène, je viens de le dire, elles sont... je parle pendant l'accouchement ou après l'accouchement. C'est là où peut se poser le problème. Justement, le problème se pose par la transmission par les mains ou bien par la transmission aérienne. C'est pour ça qu'il faut une hygiène stricte, les mesures barrières qu'on n'a pas cessé de répéter et se laver très fréquemment les mains. Avant, après, quand une mère est malade, port du masque chirurgical obligatoire. Oui. On est arrivé à l'accouchement, le nouveau-né est là, il faut le nourrir. Donc, la mère qui est atteinte de Covid-19 peut donner le sein à son même bébé. Très préconisé, puisqu'elle peut transmettre, j'imagine... Il ne se transmet pas par le lait maternel. Non, je parle de la question de la sérologie. Elle peut envoyer des anticorps, voilà, à travers l'allaitement. Justement, j'arrive. L'allaitement est possible, l'allaitement maternel est possible, pour peu que la maman porte toujours le masque, je le répète exprès, et les mesures barrières. On a remarqué dans le lait maternel qu'il y avait des anticorps justement qui font que l'enfant est en quelque sorte il est protégé du Covid. Donc on est au postpartum. Le plus important, c'est d'éloigner le berceau du bébé du lit de la maman au moins 1 mètre. Quand elle doit prendre son enfant pour l'allaiter ou pour le laver, donc port de masque, je le répète toujours exprès, se laver les mains avant, après et se laver bien les mains au savon. Quand on touche son bébé par la suite, il faut l'isoler un petit peu de la maman, sauf au moment de l'allaitement ou là, au moment du changement de couche, etc. Et par la suite, la chambre où il y a le nouveau-né, quand elle sort de l'hôpital ou de la clinique, la chambre où il y a le nouveau-né doit être une chambre très bien aérée. Éviter le regroupement de personnes, les parents qui viennent, les enfants, etc. Éviter tous les contacts avec le nouveau-né. Et normalement, l'accouchement, le postpartum se déroulera si les mesures sont prises et sont respectées à la lettre. Théoriquement, il n'y a pas de risque parce que le risque, justement, c'est la transmission aérienne ou par les mains et l'enfant n'est pas touché directement par le Covid-19, mais peut être un agent de transmission. D'accord, oui. Il est avec ses parents, il peut transmettre pour ses grands-parents surtout, s'ils sont malades ou là, il faut faire très attention. L'enfant peut transmettre, mais en quelque sorte, il est plus à l'abri du Covid-19 que l'adulte. D'accord. Merci beaucoup, docteur Gouader, pour toutes ces consignes. On reste toujours dans les consignes autour du Covid. Avec ce déconfinement, certaines mesures sont obligatoires. Il faut les respecter pour se protéger, pour protéger les autres. On le voit tout de suite dans ce petit commentaire.
المساجد الحي العتيق لكنما خير ظهر ما بين أجناس البشر يا ليت نبقى هكذا بمحبة أبد الدهر بمحبة أبد الدهر ننسى التباغض والعدا ومعا نقف ضد الوباء ننسى التباغض والعدا ومعا نقف ضد الوباء بتضامن وتعاون بتضافر وتآزر بتضامن وتعاون بتضافر وتآزر بمحبة ورحمة يحلو التجاور والسكن كل المحبة والسلام بل ننحني لكم احترام جيش البياض نحبكم أنتم غوالي يا كرام حبا لكم شكرا لكم منا ومن كل الوطن حبا لكم شكرا لكم منا ومن كل الوطن منا ومن كل الوطن هذا وباء قد نزل يا رب من قطع الأمل هذا وباء قد نزل يا رب من قطع الأمل الطف بنا يا ربنا وارحم عبادك بالإحسان الطف بنا يا ربنا وارحم عبادك بالإحسان وارحم عبادك بالإحسان. Merci de rester avec nous et on finit cette émission avec chef Samira Tabbel qui nous propose des choses très très délicieuses. J'en ai déjà goûté. Alors d'abord c'est des gâteaux, des fruits aux amandes et au praliné. Voilà, praliné. Macarotte. Crème au beurre. Voilà. Macarotte maqla à l'ancienne. Très bien. D'abord on commence par ces fruits aux amandes. Dites-nous exactement comment on les fait. Bon, pour ceux qui ne savent pas comme moi. La pâtisserie algérienne. Oui. C'est quelque chose d'extrêmement difficile pour que ça soit pas dur. Le savoir-faire. Ah oui, c'est l'expérience. Oui. D'ailleurs, généralement, هذه يديروها غير في العراس. يديروها غير في العراس في المناسبات. Voilà. Alors comment on fait bon, كاين fourrage وكاين la pâte d'amande. D'accord. La pâte d'amande نقول لهم les mesures. La pâte d'amande c'est normalement من زمان يديروها temps pour temps كيلو لوز و 800 غرام دو سكر. انا توجور الحلوه تاعي ناقصه سكر دونك عندنا كيلو لوز مرحي فينيمون رقيق مع 800 غرام de sucre glace و une cuillère à café de glucose باش تعطي هذيك لا تيكستور الاستيك باش ما تتكسرش وتشقق ونطموها بلو مينيرال. فوالا سي سامبل ما تجيش حلوه بزاف كيما راهم يديروا دركا. لو فوراج سي سامبل اون جينواز نطموها بكريم او بور. كريم او بور كل واحد كيفاش يحب ينسمها بخالان كاين يعني كل واحد كيما انا درتها بخاليني بخالان. تزيدي لها اللوز محمص باش يزيد لها هذاك لو غول الرائع هذاك لو كروكون. فوالا
Très bien, هذه c'est à l'ancienne كما كان يقول لك وتشكليها de vrais fruits aux amandes et au prana. فوالا تجي لداخل بنينه. Très bien. Et aussi vous nous proposez مقروط المقلة. مقروط المقلة فوالا انا معروفه به في بلادي. شغل هو احنا في مدينه نديروا مقروط الكوشه بصح انا ميم دون ليست الجيريان يديروا كان مقروط الكوشه. مقروط الكوشه احنا معروفين به بليده مديه بصح انا كوم ماني الجيرواز صافي دينا عليها هذا مقروط المقله شغل ومقروط تاع الجزائر يجي شويه بومبي. انا هذا يشبه شويه المقروط الكوشه هذا يلي بلا يشبه بصح فوالا درت ابلاتيتو درت له لومبرينت تاعي اللي هي كيما زمان بالفنجال ما نديروش بالطابع ديري له هذاك هذوك لي ديسان هذوك من الفوق هذوك لي ديسان بالفنجال كيما زمان كيما كانت تواسيه ماني فوالا. Alors bon le problème في المقروط c'est toujours انه يتفتت. كيفاش نديرو باش ما يتفتتش المقروط؟ كيفاش نديرو باش ما يتفتتش؟ كو سوا المقروط البومبي ولا هذا المقروط هذايا؟ اكسبيريونس مع الوقت رايحه. Mais il y a pas une astuce par exemple quand on met le premier macroute on peut voir qu'il ne tient pas. Est-ce que on peut récupérer هذيك la pâte justement pour que ça ne شوفي لا تمبيراتور تاع الزيت مهمه جدا. Il faut que ça soit très chaud. والخدمه هو هذا كل بيبي المدلل المقروط شغل صعيب مرحله باغ ايتاب باغ ايتاب. في الاول لازم تحكيه مليح تبيتيه ومن بعدك باش يشرب هذاك يشرب ومن بعدك تزيدي شويه تواسي غدا من ذاك تشمخيه وتخليه يريح ومن بعد ايتاب باغ ايتاب يعني لازم هادو يتبعوهم باش زعما ولا كيما قلت لك الزيت مهمه ولا تمبيراتور تاع الزيت ثانيك مهمه. لازم نص ساعه يخليوها شاعله من قبل ما يقعدوش ينقصوا ويزيدوا. لازم تكون مستقره فوالا. هذه هي لي ميزور. لي ميزور سي 3 ميزور بومبي على 1 ميزور دو سمن مع زبده غازي فوالا ما ينقصوش. انا ما نقصش يلموه بالمزهر ولا الماء يطموه بالمزهر. انا نطموه بالمزهر ولازم يقعد لازم يشد روحه ولا باسكو جو بونس كو توت لاستيس سي دون هذاك كاريمون. كاش منها يقول لك ما تشمخيش بزاف نو سي با فغي. لازم يولي عجينه ولازم وانا ما نديرلوش سكر داخل. تاع زمان يديروا له شويه سكر انا نحيت سكر كي تعسليه فوالا. ميم في اللوز نقصي السكر باسكو يتعسل فوالا. مقروط تاعنا d'accord et bon là aussi vous nous proposez des tomates séchées. Voilà. تومات سيشي هاد المكون اللي نسيناه تاع جداتنا وماواتنا كانوا يستعملوه بزاف. on le fait plus à la maison. باسكو ما عندهمش كونجيلاتور دوكا وعندنا نديروها اللي نميكسيوها ونطيبوها. مي بصح هذه عندها ريحه عندها طعم مختلف عندها شغل اطباق اللي ديريهم فيها فريمون كيما لي زيتاليان يديروا بها الباستا. احنا كانوا زمان جداتنا في وقت هايله. Vous leur mettez des épices والو هذه الطوماطيش هكا طويله باسكو هذه تجي حلوه على هذيك المدوره. واش ديري لها الملح برك؟ دوك نوري لهم. قلت لك يديروا بها شريبه مقطفه تجي شويه حلوه. هاد الطوماطيش يديروا بها غميسه بطاطا بالفليو يشلوها باسكو فيها الملح بزاف يحطوها في كيما الخليع كيما حاجات فلفل. Voilà. Très rapidement, vous nous dites comment vous le faites. Voilà. Parce qu'il reste plus que 30 secondes à l'émission. نديرها تملحيها. فوالا ندير لها هكذا نقسمها على زوج نقسمها على 2 وتخليها من بعد شحال؟ نخليها في دون اون غري ولا حاجه تنشف pendant combien de jours؟ تنشف 2-3 jours. Merci beaucoup. Voilà. Merci Samira Tabbel. Merci à tous ceux qui ont participé à l'élaboration de cette émission de Anwar Sabah, Ranou Zaidi, tous les techniciens, Assia Rmas qui a été à cheval sur les invités, qui a beaucoup aidé pour l'élaboration de cette émission. Merci à vous de nous rester.